Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir. À la une de l'actualité du 6 septembre 2022, l'appel de Fort-de-France, les 7 présidents des collectivités majeures de la Guadeloupe allant à Mayotte devront rencontrer demain le président de la République. Nous allons faire le point dans ce journal avec Eddie Elatré. Une nouvelle mobilisation est déjà programmée par le collectif des organisations en lutte afin de réclamer leur salaire. La Guadeloupe a été impactée hier en début de soirée par un épisode pluvieux orageux. Mais tout d'abord, nous avons appris la disparition inquiétante de Madame Alexis Arlette, âgée de 81 ans. Elle est atteinte d'Alzheimer et a quitté la clinique de la Nouvelle Eau Vive à Saint-Claude depuis le 29 août dernier. Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez la brigade de gendarmerie de Saint-Claude au 06 90 41 45 69 ou composez le 17. La politique en Outre-mer est au centre des discussions de l'État pour l'avenir de nos régions. Emmanuel Macron, le président de la République, devrait rencontrer demain au cours d'un dîner plusieurs de nos élus ultramarins afin d'échanger autour de l'appel de Fort-de-France, une grande rencontre qui avait réuni 7 présidents des collectivités majeures de la Guadeloupe allant à Mayotte. Eddie Elatré, notre journaliste, va me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Eddie. Bonsoir Steven. Alors Eddie, comment se déroulera cette rencontre avec le président de la République? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette soirée se déroulera en 2 étapes. Dans un premier temps, les 7 présidents ultramarins seront reçus au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, où ils pourront débattre de sujets importants comme ceux de la vie chère, de l'eau ou encore des sargasses. Et dans un deuxième temps, ils seront reçus par le président de la République, mais ils ne seront pas tout seuls. Emmanuel Macron accueillera aussi les parlementaires et certains maires autour d'un dîner que certains osent espérer se dérouler comme une vraie séance de travail. Les discussions prévues demain devraient donc tourner autour de l'orientation politique à donner à l'outre-mer. Ce que contient cette déclaration de Fort-de-France, de grands dossiers qui préoccupent l'ensemble des acteurs politiques, économiques, ultramarins. On pourrait prendre l'exemple de la problématique de l'eau ou encore de la vie chère. Des priorités devraient se dégager sur des axes bien définis afin de dessiner les contours des nouveaux rapports entre l'État et l'outre-mer. Nos élus attendent beaucoup de cette rencontre. Ils attendent plus de pouvoir, qu'ils puissent davantage prendre en main leur destin, souvent lié à des spécificités. Merci Eddie, une rencontre qui aura donc lieu demain. Et maintenant, le social, le collectif des organisations en lutte a prévu une nouvelle mobilisation le 8 septembre 2022 afin de réclamer le salaire de l'ensemble des personnels soignants suspendus à l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe. Écoutons Gabi Clavier, l'un des membres du collectif des organisations en lutte. On arrive le 8 à l'ARS. Nous disons le 8, nous allons chercher l'intégration. Nous allons chercher l'argent devant l'ARS. Parce que c'est eux qui est l'autorité régulatrice, c'est eux qui est l'autorité administrative, supérieure pour tous les acteurs publics et privés, pour tout secteur médico-social, social et médico-social, pour tout secteur également des libéraux. Nous allons réclamer encore une fois qu'ils arrêté l'absurdité là. Ça. Et nous attendons bien évidemment. Oui, le 8, nous avons rendez-vous. Nous attendons également quand les politiques ont dit nous. Il y a le 8 septembre qui a fini là, jeudi. Nous attendons quand les politiques ont dit nous. Parce que changer pendant la campagne électorale là. Ils ont tout est qu'à soutenir nous. Ils ont tout d'accord avec nous. Ils ont tout est qu'à faire courrier. Il faut intégrer les soignants. Son aberration, son absurdité, malade qui a souffert, l'hôpital pas à marcher. Georges Lang a dit concrètement, après pratiquement près de 12 mois de contestation, 12 mois de mobilisation, 12 mois de mensonges, la vérité éclore. Il faut retirer conséquences de la vérité éclore ça et prendre des décisions politiques de réintégration, de paiement et d'indemnisation pour tout le monde qui est suspendu depuis plusieurs mois en Guadeloupe. Premièrement, nous avons réclamé de l'État, nous avons réclamé des directeurs de tous les établissements publics et privés, nous avons réclamé également de l'ARS qui a arrêté de manière définitive et immédiate disposition de sanctions là, contre nous là, mais également dispositions complètement absurdes dans cette public qu'il prend. Deuxième but également, les directeurs d'établissement qui prononcent des décisions qui ne sont pas conformes au droit, conformes à la règle, là aussi nous avons des arrêtés. Okay? Et singulièrement pour le CHU, nous avons une disposition qui est également qui est imparable. C'est pas une décision de suspension rétroactive. Et c'est le juge là qui traite ça, qui confirme des arrêts en Conseil d'État, qui a dit toute disposition qui a fait grief pour un agent public, faut obligatoirement, il ne peut pas nier un effet rétroactif. Et en décision peut disposer pour l'avenir. Nous raser,
nous en panne financièrement, peut-être nous quoi faire nous mal, mais nous savons que nous pouvons gagner totalité de revendication. D'abord politiquement, parce qu'il s'agit encore une fois d'une aberration de santé publique qui a des conséquences énormes via Guadeloupéen, d'autant qu'à rappeler qu'en Guadeloupe, pas de Covid. La Guadeloupe a été impactée hier en début de soirée par un épisode pluvieux orageux entraînant d'importantes inondations, principalement dans la région pointoise et le nord Basse-Terre. Plusieurs portions de routes se sont avérées impraticables, noyées par la brusque montée des eaux. Cette situation de crise aura fait payer un lourd tribut à certains commerçants. Reportage dédié Latré. Que d'eau, la nuit dernière aura été marquée par de violentes averses et un temps particulièrement orageux. Plusieurs inondations ont été enregistrées dans des régions comme celle des Abîmes, Bémao et la région pointoise, causant quelques dégâts chez certains commerçants. Tout le monde parle aujourd'hui du dérèglement climatique et donc c'est quelque chose qui forcément ne va pas s'arrêter comme ça, au contraire. On semble entendre dire que ça risquerait de s'amplifier et donc que les autorités compétentes en la matière fassent le nécessaire de façon à ce que, pour prémunir en tout cas la ville et ses conséquences-là, pour une raison toute simple. Économiquement, ça porte un coût que nous n'avons pas besoin. Deuxièmement, ça fait certainement monter les coûts d'assurance. Et comme l'économie ne va pas très bien, les coûts d'assurance montant, certaines personnes font l'impasse sur les assurances. Ça commence à être problématique. 2 ans de pandémie, 6 mois de fermeture, confinement sur 2 ans, une crise sociale violente, des intempéries conséquentes, ça peut faire très mal à l'arrivée. Faire le boulot de Cap Excellence, que la municipalité fasse son boulot, récurer les canalisations, certainement faire des ouvrages de rétention ou mettre des pompes plus conséquentes. En tout cas, on ne peut pas vivre comme ça sans trouver de solution. La preuve en est, quand on veut, on peut. La plaine Grand Camp, cet ouvrage fonctionne très bien. Plusieurs décennies que dure cette situation de montée des eaux à Pointe-à-Pitre, avec à la clé des inquiétudes grandissantes. Une situation au caractère exceptionnel qui a tout particulièrement mobilisé l'ensemble des équipes de Route de Guadeloupe. C'est une situation vraiment exceptionnelle, donc puisque en effet on était sous le coup d'une vigilance jaune depuis 48 heures et la situation s'est dégradée tout d'un coup. On a eu de la pluie qui s'est déversée sur une zone bien précise, donc ce qui a créé des remontées d'eau, donc d'autant plus que c'était focalisé sur le secteur de Jarry. Donc Jarry, on sait déjà que Jarry c'est un point bas, hein, on est pratiquement au niveau de la mer, donc quand on a un tel débit d'eau, il ne peut que avoir des chaussées. Enfin, la terre est déjà saturée puisqu'on a eu pas mal d'épisodes pluvieux ces derniers temps, donc la route ne peut être qu'inondée. Eh bien, pour nos services, donc là, c'était pratiquement à l'heure où beaucoup de personnes quittaient leur bureau, donc c'est presque l'heure de sortie de bureau, c'est l'heure d'un trafic intense. Dans la pratique, quels conseils donner aujourd'hui à tous ceux qui peuvent être surpris par de telles situations? Il faudrait que les automobilistes entendent, que la population entende. C'est vrai, dans ce genre de situation, je pense qu'il ne faut pas braver les événements. Hein, et donc, la meilleure position à prendre, hein, c'est se mettre en sécurité et attendre que ça se passe. Alors donc, je pense que la meilleure solution, si les gens peuvent le faire, c'est de se mettre en sécurité et d'attendre que le phénomène passe. Est-ce qu'on peut dire que le site Internet devient aussi un atout? Ah oui, tout à fait. Le site Internet, pour au moins prévenir, recueillir les informations et pouvoir aussi, nous, de notre côté, pouvoir diffuser les informations qu'on détient, que la population n'a peut-être pas. Et maintenant, la rentrée. Après les élèves et les lycéens, cette journée aura été marquée par la reprise des cours à l'Université des Antilles. Les étudiants ont également eu une rentrée dans des conditions jugées satisfaisantes, comme nous le confirme le président de la plateforme universitaire. Il répond aux questions de Didier Valétudi. Président de l'Université des Antilles, c'est une rentrée particulière parce que depuis 2 ans, nous n'avons pas pu accueillir physiquement nos étudiants sur les campus. Donc là, nous en avons 1800 nouveaux primo-arrivants qui sont fraîchement sortis du lycée, qui nous rejoignent avec un grand plaisir. Donc nous allons placer cette rentrée sous le signe de la modernité et puis de la vie étudiante.
Nous allons entreprendre des efforts particuliers pour recevoir ces étudiants et leur offrir une expérience inoubliable au sein de nos campus. Nous moderniserons notre façon de communiquer avec les étudiants à travers une application disponible sur les smartphones pour leur donner toutes les informations utiles en temps réel. Et puis nous avons commencé à réhabiliter nos locaux, nos amphithéâtres et nos salles de cours pour plus de modernité. Et enfin, nous allons accroître les offres culturelles, artistiques et sportives à la disposition des étudiants. Tout au long de la crise sanitaire, on a accompagné les étudiants, on était en lien avec eux même s'ils étaient loin de nous, mais nous avions gardé des liens permanents avec nos étudiants. Donc là, je pense que le moral est au beau fixe pour tous les étudiants et puis les personnels également. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reprend tous ensemble physiquement cet enseignement. Je suis en L1 STAPS et moi j'aborde la rentrée. J'ai pas peur en fait parce que je sais que je suis dans une filière où je sais que je vais réussir, c'est du sport. Donc je suis assez confiante. Pas trop d'appréhension, ça va. Quelques jours après la rentrée scolaire, nous vous proposons ce soir de revenir sur un dispositif permettant de lutter contre l'échec scolaire. Il s'agit de tests de dépistage aux élèves de 6e entrant au collège afin de dépister d'éventuels troubles de santé. Des précisions avec la principale du collège de Kermadec à Pointe-à-Pitre. Depuis quelques années que les élèves qui rentrent chez nous en 6e ont de nombreuses difficultés d'apprentissage de la lecture. Donc on s'est posé des questions, on s'est réunis avec l'ARS, avec tous les partenaires, puisque la cité éducative en fait c'est aussi les partenaires. Et donc l'ARS, le département, les mairies, Pointe-à-Pitre Abîme, l'éducation nationale, la Croix-Rouge. Et on s'est dit, bon, avant de mettre en place vraiment un suivi des élèves, un parcours, donc on va dépister quels sont les problèmes de santé qui peuvent entraver justement les apprentissages à la lecture. Donc nous avons décidé de faire rentrer ces élèves un peu avant avec les parents pour effectuer ce dépistage approfondi. Ensuite, s'il y a des problèmes dépistés, ils sont orientés vers des professionnels, ophtalmo, ORL, dentistes. Ils auront un suivi. Donc pour l'achat des lunettes, nous avons le fonds social collégien pour aider les parents qui ont des difficultés. Ensuite, nous mettrons en place aussi, en même temps, pour les élèves, justement, des actions précises pour permettre à tous ces gamins de réussir comme tous les autres. Parmi les partenaires du réseau d'éducation prioritaire renforcé, on va retrouver des médecins, mais aussi des infirmiers qui sont à pied d'œuvre sur ce dispositif très efficace. Nous sommes 2 infirmiers mobilisés sur cette action et la démarche globale s'inscrit dans une optique de réduction du décrochage scolaire. Donc l'idée, c'est que les troubles de santé peuvent représenter un frein à l'apprentissage des élèves et donc avec un dépistage précoce, on essaie de limiter l'impact que peuvent avoir ces troubles sur la scolarité des élèves et ce faisant, ça nous permet aussi de travailler pour l'égalité, pour renforcer l'égalité entre les élèves. Alors notre objectif à nous, ce sera vraiment de mettre en exergue les troubles de santé. Donc à notre niveau, on ne va pas forcément établir de diagnostic, mais on va relever des données qui vont permettre ensuite à l'équipe éducative, avec les soignants qui y sont rattachés, de recouper les informations et de mettre en exergue justement ces troubles de santé et de prendre les mesures qui s'imposent. Sur le plan, on va dire individuel, c'est toujours intéressant pour les enfants, suite à un examen comme ceux que l'on peut prodiguer, de savoir exactement quels professionnels ils peuvent aller voir pour éventuellement leur apporter des solutions. C'est vraiment ce pourquoi on va œuvrer dans un premier temps. Ensuite, il s'agit vraiment d'un parcours de santé. Donc on ne représente qu'une étape de ce parcours. Il y a aussi une partie qui va relever plutôt de l'acuité visuelle et auditive. Et là, effectivement, ce sont vraiment des problématiques qui, si elles sont identifiées, permettent d'apporter des solutions assez rapides avec des résultats assez nets pour les élèves qui en bénéficient. Durant cette période, nombreux sont ceux qui n'ont pas obtenu certains livres présents sur leur liste, une situation liée à quelques soucis d'approvisionnement chez les libraires. Alors en approvisionnement, on a beaucoup de retard de livraison. On a aussi des éditeurs qui sont fermés durant les vacances. Donc on passe les commandes avant les vacances, mais on a des retours après les vacances, ce qui n'est pas évident. On a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la rupture de stock mondial du papier, ce qui fait qu'on a moins de livres. On a des livres qui sont en arrêt définitif de commercialisation et qui sont devenus des e-books, malheureusement. Alors, les rentrées scolaires se suivent mais ne se ressemblent pas.
En 2021, on avait la crise du Covid, ce qui mettait aussi un frein. C'était vraiment un plus gros frein. Mais en 2022, notre plus gros retard, vraiment, c'est en termes de délai d'approvisionnement. Il y a des parents qui sont très compréhensifs et il y en a d'autres pas du tout. Il y a des parents qui se rendent compte que quand ils commandent sur des plateformes via Internet, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, ils sont patients et ils attendent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus impatients et qui préfèrent se déplacer, aller hors du département pour commander leurs livres. La librairie générale se prépare dès le mois de mai avec les commandes de livres, les commandes de papeterie. On essaie d'anticiper en termes de commandes pour qu'on ne se retrouve pas en rupture de stock. C'est pas évident parce qu'il y a la grève, il y a pas mal de grèves là-bas. On a eu la rupture mondiale de stock de papier aussi, qui a beaucoup modifié nos commandes. Donc on essaie de faire au mieux malgré ça pour répondre à la demande de notre clientèle. Pour rappel, la Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ont été placées également en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La Martinique, quant à elle, est aussi placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez prudents. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. L'appel de Fort-de-France, les 7 présidents des collectivités majeures de la Guadeloupe allant à Mayotte devront rencontrer demain le président de la République. Nous avons fait le point dans ce journal avec Eddie Elatré. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.